Mon mari a ignoré mes appels toute la journée. Il est rentré vers minuit, souriant comme si de rien n'était. Puis il m'a dit qu'il avait couché avec sa patronne et qu'il ne regrettait rien. Je n'ai rien dit, j'ai simplement fini mon dîner en silence. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, s'attendant à un petit déjeuner et un café point, il a eu droit à autre chose, quelque chose qui a tout changé. Le téléphone de ton mari est probablement mort, me suis-je dit après le 5e appel ignoré. Il est en réunion, ai-je rationalisé après le 10e. Il y a du trafic, ai-je chuchoté après le 15e. Au 17e appel à 23h45, j'étais à court d'excuses et j'avais commencé à planifier ses funérailles. Pas littéralement, juste la mort de celui que je pensais qu'il était. Quand Blake est finalement rentré, empestant le parfum cher et les décisions bas de gamme, il ne s'est pas excusé pour les appels ignorés. Au lieu de cela, il a souri comme un homme sur le point d'annoncer une bonne nouvelle et m'a parlé de Clara, sa patronne, et de la façon dont il avait passé la journée à explorer son bureau, sa voiture et sa chambre d'hôtel avec enthousiasme. Si vous pensez que personne ne devrait avoir à tolérer 17 appels ignorés de la part de son conjoint, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à partager ces histoires importantes. Maintenant, continuons. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir à ce matin-là, quand je croyais encore en 17 ans de mariage. 6 heures, mon réveil a sonné, comme toujours. Blake n'a pas bougé. Il ne le faisait jamais. Pas avant son propre réveil à 6h30. Je me suis glissé hors du lit et me suis dirigé vers la cuisine, préparant le café colombien qu'il aimait. 2 sucres, jamais de crème. L'odeur a rempli notre maison comme chaque matin depuis notre emménagement il y a 12 ans. À 6h45, son petit déjeuner était prêt. 3 œufs brouillés avec du cheddar fort. Il détestait le fromage doux. Disait que c'était inutile. Du pain de blé entier grillé avec du vrai beurre, étalé juste comme il faut. Ni trop peu. Le genre de précision que l'on n'atteint qu'après des années de pratique à se soucier des plus petites préférences de quelqu'un. Bonjour, ma belle, a marmonné Blake quand il est finalement descendu, ses cheveux encore en l'air d'un côté. Il m'a embrassé sur la joue tout en attrapant son café, un mouvement chorégraphié que nous avions perfectionné sans essayer. N'oublie pas que c'est mardi, lui ai-je rappelé en montrant le calendrier sur le frigo. Premier mardi du mois, soirée en amoureux. Notre tradition depuis 10 ans. Je ne la manquerai pour rien au monde, a-t-il dit. Mais il parcourait déjà son téléphone. Clara m'a mis en réunion toute la journée, mais je serai à la maison pour 19h. Clara Whitmore. Cela faisait 3 mois qu'elle était sa patronne, et son nom revenait déjà plus souvent que le mien à table. Elle était brillante, disait-il. Innovante, poussant l'équipe vers de nouveaux sommets. Je l'avais rencontrée une fois au pique-nique de l'entreprise. Talon de créateur sur l'herbe, tapant sur son téléphone pendant que les autres jouaient au volley-ball, complimentant ma salade de pommes de terre avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle est intense, avait dit Blake la première semaine. Mais j'apprends tellement. Les soirées tardives ont commencé progressivement. D'abord juste les jeudis pour le team building, puis les mardis pour la planification stratégique. Au 2e mois, n'importe quelle soirée pouvait être une soirée Clara. Il rentrait à 22h, 23h, parfois minuit, avec une odeur étrange. Nouveau désodorisant au bureau, a-t-il expliqué quand j'ai mentionné le changement de parfum. Clara les a fait installer. Une étude sur la productivité qu'elle a lue. Nous portions les mêmes parfums depuis 17 ans. Lui, un après-rasage boisé que j'achetais chaque Noël. Moi, un spray corporel à la vanille de chez Target. Soudain, il sentait quelque chose d'un grand magasin où je n'aurais jamais mis les pieds. Puis est venu le mot de passe du téléphone. Je l'avais pris un soir pour régler notre réveil. Quelque chose que j'avais fait des centaines de fois. C'est quoi ton code? Oh, utilise le tien, avait-il dit en me le reprenant. Politique de l'entreprise. Clara met en place de nouveaux protocoles de sécurité. J'aurais dû savoir à ce moment-là, mais 17 ans de confiance vous rendent stupide. Après le départ de Blake ce matin-là, j'ai suivi ma propre routine. Douche, vêtements de bibliothécaire raisonnable, yaourt avec du granola. Je gérais notre agence locale, 15 employés, des milliers de livres, d'innombrables programmes communautaires. Pas aussi glamour que le monde de l'entreprise de Clara, mais épanouissant. Mon téléphone a vibré à midi. Victoria, ma sœur. Café demain.
Je suis près de ta bibliothèque à 14 heures. J'ai accepté, ne sachant pas qu'elle passerait ce café à me faire la leçon sur Blake. Victoria était associée chez Brennan & Associates. Elle voyait des divorces toute la journée. Elle ne pouvait probablement pas s'empêcher de voir des problèmes partout. Mais lorsque nous nous étions vus la semaine précédente, elle avait été plus directe que d'habitude. Il a manqué ton dîner d'anniversaire, Kennedy. Grosse présentation. Au bar de l'hôtel en baie, parce que j'ai vu sa voiture là-bas pendant ma réunion client. Peut-être qu'il rencontrait des clients. Elle avait attrapé ma main sur la table. Vérifie vos comptes joints. Juste, vérifie-les. Je ne l'avais pas fait, parce que vérifier signifiait douter, et douter signifiait admettre quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Ce mardi-là, le dernier mardi normal, j'avais quitté le travail plus tôt. 3 arrêts pour les ingrédients. La recette de lasagne de la mère de Blake exigeait une ricotta spécifique, des ratios de viande exacts, un assaisonnement parfait. J'avais passé 2 heures à la monter correctement, à rendre les bords croustillants comme il les aimait. La vaisselle de mariage est sortie, des assiettes en ivoire avec des bords argentés pour lesquels nous nous étions inscrits quand l'éternité semblait garantie. Des bougies en cire d'abeille, pas celles bon marché de l'épicerie. La robe verte de notre anniversaire, celle qui, selon Blake, faisait ressembler mes yeux à des émeraudes. À midi, j'ai envoyé un texto, n'oublie pas notre soirée. Sa réponse, un pouce levé pour notre tradition vieille de 10 ans. Je me suis dit qu'il était occupé. Clara l'avait probablement submergé. 19h est arrivée et passée. Les lasagnes étaient parfaites. 19h30, en retard, ai-je texté. 20h, pas de réponse. Les lasagnes de retour au four. 20h30, j'ai ouvert du vin, puis je l'ai reversé. Les bougies continuaient de brûler. 21h, un autre texto. Tout va bien? À 22h, j'avais soufflé les bougies et accepté ce que je niais depuis des mois. La cuisine sentait l'effort gaspillé et les traditions mourantes. La chaise vide en face de moi aurait tout aussi bien pu porter le nom de Clara. C'est à ce moment-là que les vrais appels ont commencé. Pas des vérifications occasionnelles, mais des appels insistants et inquiets. Le genre qu'une femme fait quand son mari pourrait être dans un accident ou avec quelqu'un d'autre. Chaque sonnerie sans réponse ressemblait à une petite trahison. À l'appel 17, je n'étais plus inquiète. Je planifiais. Pas la vengeance, pas encore. Juste une restructuration de ma compréhension des 17 dernières années. Le parfum cher m'a frappé avant même que Blake n'entre complètement dans la maison. Pas son parfum, pas le mien. Quelque chose de floral et d'agressif, le genre porté par les femmes qui prennent ce qu'elles veulent. Longue journée au bureau, ai-je demandé, ma voix plus stable que mes mains. Il a attrapé une bière, sans même regarder les lasagnes froides sur le comptoir. On peut dire ça. Puis sont venus les mots qui ont tout brisé pendant que j'étais assise là, fourchette à la main, les lasagnes de sa mère refroidissant sur la vaisselle de mariage que nous avions choisie quand nous pensions savoir ce que signifiait le mariage. La fourchette a cliqueté contre l'assiette quand je l'ai posée. Blake parlait toujours, décrivant encore sa journée avec Clara comme s'il racontait des vacances. Mon téléphone était posé entre nous sur le comptoir, l'écran noir, contenant la preuve de 17 tentatives pour le joindre. 17 fois j'avais eu besoin d'entendre sa voix. Mais je devais d'abord comprendre comment nous en étions arrivés là. À 18h15, j'avais passé le premier appel. Le trafic le mardi était toujours dense en ville. Blake s'en plaignait constamment. Le téléphone a sonné 5 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. Sa voix enregistrée, enjouée et professionnelle. Vous êtes bien chez Blake Carvey. Laissez un message. Je n'en ai pas laissé. Il verrait l'appel manqué. Penserait que je vérifiais pour le dîner. Les lasagnes venaient d'entrer au four pour leur dernière dorure, remplissant la maison de l'odeur du foyer. 18h30 est arrivé sans rappel. Inhabituel, mais pas alarmant. Clara l'avait probablement coincé dans une de ces fameuses réunions rapides qui duraient des heures. À 19h, quand sa chaise vide me fixait de l'autre côté de la table éclairée aux chandelles, j'ai rappelé. Cette fois, il n'a sonné que 2 fois avant d'être envoyé sur la messagerie vocale. Refusé. Ma poitrine s'est légèrement serrée. Blake ne refusait jamais mes appels. Même en réunion, il le laissait sonner naturellement. Appel de 19h30. Ma voix était légère quand sa messagerie a pris le relais. Salut,
je vérifie juste si tu vas bien. Le dîner est prêt quand tu le sauras. À 20h, l'inquiétude était réelle. 4 appels maintenant. Chacun formant un nœud dans mon estomac. Je suis allé à la fenêtre du salon, regardant notre allée vide. Les Henderson d'en face dînaient, la fenêtre de leur salle à manger brillant d'une lueur chaude. Des gens normaux ayant un mardi normal. Le 5e appel à 20h15 m'a fait me sentir ridicule. Étais-je en train de devenir une de ces femmes? Celles qui ne pouvaient pas laisser d'espace à leur mari? Mais nous avions des projets. Des projets sacrés. Des projets du premier mardi qui avaient survécu à des changements d'emploi, des décès familiaux. Même cette année-là où Blake avait eu une pneumonie. 20h45, les appels 6 et 7 se sont succédés. Mes doigts commençaient à trembler en composant. Pas encore de colère, juste de la confusion mêlée au premier goût amer de la peur. Les accidents de voiture arrivaient. Les crises cardiaques arrivaient aux hommes de l'âge de Blake. Toutes sortes de choses terribles arrivaient pendant que les femmes attendaient avec des dîners qui refroidissaient. À 21h, je parcourais nos messages textes, cherchant des indices que j'avais manqués. Le schéma a sauté aux yeux immédiatement. En réunion, 12 fois le mois dernier. Clara a besoin que ce projet soit terminé, 8 fois. Ne m'attends pas, 6 fois, y compris le mardi dernier où il avait promis d'aider ma mère à déplacer sa lourde commode. Désolé, Ken, avait-il texté à 21h30 ce soir-là. Clara a convoqué une session de stratégie d'urgence. Demain. Demain n'est jamais venu. Maman a engagé des déménageurs à la place. Trop poli pour se plaindre, mais déçu d'une manière qui m'a rendu défensif d'un mari qui ne le méritait pas. Appel numéro 10 à 21h45. Mes mains tremblaient définitivement maintenant. Les lasagnes avaient été sorties du four depuis longtemps, posées sur la cuisinière comme une accusation. Je me suis surprise à négocier avec l'univers. Fais qu'il aille bien et je ne me plaindrai plus jamais de Clara. Fais qu'il réponde et j'oublierai le parfum, les mots de passe, les nuits tardives. Le téléphone est resté silencieux. À 22h15, entre les appels 11 et 12, j'ai ouvert notre ordinateur portable. L'email de Blake était toujours connecté. Il n'oubliait jamais de se déconnecter. Les objets des emails de Clara remplissaient sa boîte de réception. On se retrouve sur ce dossier, peux-tu rester tard, un petit verre pour fêter ça. Un petit verre. Des activités au pluriel déguisées en besoins professionnels au singulier. 22h30 a apporté une interruption inattendue. Mon téléphone a sonné. Pas Blake, mais Madame Patterson d'un accent grave côté. Soulagement et déception se sont heurtés. Kennedy, ma chérie, est-ce que tout va bien? Sa voix portait cette sollicitude particulière des voisins curieux qui se soucient réellement. J'ai remarqué que la voiture de Blake n'a pas été beaucoup dans l'allée ces derniers temps. Il a travaillé tard. Le mensonge est venu automatiquement. Oh, ça explique tout. Mais je l'ai vu la semaine dernière à 2h du matin rentrer à la maison. Ça m'a fait une peur bleue. Je pensais que quelqu'un cambriolait. Le pauvre, rentrant de l'hôpital à cette heure-là. Mon sang s'est glacé. L'hôpital? Eh bien, j'ai supposé. Où d'autres irait-on à cette heure-là? Est-ce que votre mère va bien? Ma mère allait parfaitement bien. J'avais déjeuné avec elle il y a 3 jours. Elle va. Elle va bien. Merci de vérifier, Madame Patterson. Appel 13 à 22h45, 14 à 23h. Chaque sonnerie résonnait dans la cuisine silencieuse. Les bougies s'étaient consumées en moignons, la cire s'accumulant sur la bonne nappe. Je faisais les 100 pas maintenant, un chemin de l'évier à la table au réfrigérateur et retour. Mon alliance captait la lumière à chaque passage, envoyant de petits arcs-en-ciel sur le mur. 17 ans que Blake me l'avait passé au doigt, promettant de répondre chaque fois que j'appellerais. 23h15, appel 15. J'ai laissé un message. Cette fois, ma voix soigneusement contrôlée. Blake, je suis inquiète. S'il te plaît, dis-moi juste que tu es en sécurité. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré avec une notification qui n'était pas de Blake. American Express. Nouvelle charge de $400 au restaurant de l'hôtel en baie. 20h47, mes mains ont cessé de trembler. Tout a cessé de trembler. Le monde est devenu très immobile et très clair. J'ai ouvert l'application avec des doigts stables. C'était là, détaillé comme une preuve.
Restaurant de l'hôtel en baie, table pour 2. Champagne, pas la marque maison, mais Veuve Clicquot. 2 plats, filet mignon et saumon. Dessert. Soufflé au chocolat pour 2. Pour 2. Pendant que je réchauffais et réchauffais encore des lasagnes faites selon la recette de sa mère, Blake buvait du champagne et mangeait du soufflé. Le même restaurant où Victoria avait vu sa voiture, l'endroit où il n'était soi-disant jamais censé être. Appel 16. À 23h30, je n'attendais plus de réponse. Le son de sa messagerie vocale était devenu aussi familier qu'un chant funèbre. Mais j'ai appelé quand même, ayant besoin de compléter le rituel, ayant besoin de lui donner toutes les chances de ne pas être celui que je savais maintenant qu'il était. 23h45, appel 17, le dernier. Je me suis assise à la table de la cuisine, les lasagnes froides pour seule compagnie, et j'ai composé une dernière fois. Pendant que ça sonnait, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui me regardait en retour n'était plus l'épouse inquiète. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait passé 6 heures à passer de l'inquiétude au soupçon, puis à la certitude. Quand la messagerie vocale de Blake a pris le relais pour la 17e fois, je n'ai pas laissé de message. Je suis juste restée assise là, le téléphone silencieux dans ma main. L'alliance semblant plus lourde qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'horloge de la cuisine avançait vers minuit, chaque seconde rapprochant Blake de la maison, plus proche de l'excuse qu'il avait préparée. Mais je connaissais déjà la vérité. Les 17 appels n'avaient pas été ignorés parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Ils avaient été ignorés parce que Clara Whitmore était plus importante que 17 ans de premier mardi. Le toast au champagne à 20h47 était sa vraie priorité. Le soufflé pour 2 était sa véritable soirée en amoureux. J'ai redressé la vaisselle de mariage, jeté les lasagnes froides à la poubelle et attendu. Plus comme une épouse inquiète, mais comme une femme se préparant à la guerre. L'horloge de la cuisine indiquait 23h58 quand j'ai entendu la clé de Blake dans la serrure. Je suis restée assise, mes mains à plat sur la table, la respiration régulière. La porte s'est ouverte sur un sifflement, en fait, My Way de Sinatra. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si cruelle. Blake est entré comme s'il venait de conclure un contrat d'1 million de dollars. Sa cravate pendait, sa chemise sortie d'un côté. Ce désordre particulier qui vient d'un rhabillage hâtif. Mais c'est son sourire qui m'a glacé. Pas coupable, pas d'excuse, mais satisfait. Le sourire d'un homme qui avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Il est allé directement au réfrigérateur sans même me jeter un regard. La bouteille de bière a sifflé en s'ouvrant. Il a pris une longue gorgée, puis m'a finalement remarqué, assise là dans la pénombre. Encore debout. Il s'est appuyé contre le comptoir, décontracté comme un dimanche matin. Je pensais que tu serais déjà au lit. C'est mardi. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Premier mardi. Oh. Pas même un tressaillement de reconnaissance. C'est vrai. Désolé pour ça. J'ai été pris. Pris, comme si notre tradition vieille de 10 ans était un rendez-vous chez le dentiste qu'il avait oublié d'annuler. Longue journée au bureau, ai-je demandé, les mots prudents et mesurés. On peut dire ça. Il a pris une autre gorgée de bière, puis l'a posée avec le genre de délibération qui signifiait que quelque chose d'important arrivait. En fait, Kennedy, puisque tu es debout, nous devrions parler. Ma colonne vertébrale s'est redressée. D'accord. Blake a roulé des épaules et toute son attitude a changé. Pas vers la honte ou la culpabilité, mais vers quelque chose de tout à fait différent. De la fierté, peut-être, ou du soulagement. J'ai couché avec Clara aujourd'hui. Les mots ont atterri entre nous comme du verre brisé. Tranchant, dangereux, impossible à reprendre. J'ai attendu plus, une explication, des excuses, quelque chose. Au lieu de cela, Blake a continué comme s'il faisait une présentation. Plusieurs fois, en fait. Dans son bureau après que tout le monde soit parti, puis dans sa voiture dans le parking, puis à l'hôtel en baie. Il a fait une pause, me regardant droit dans les yeux. Et Kennedy, je ne regrette pas une seule seconde. Ma main a trouvé la fourchette à côté de mon assiette. Les lasagnes froides étaient toujours là, figées et pathétiques. J'ai pris une bouchée, mâché lentement, n'ai rien goûté, mais me suis forcé à avaler. C'est tout ? La voix de Blake est montée d'un ton. C'est ça ta réaction ? J'ai pris une autre bouchée. Les lasagnes manquent d'origan.
Son visage s'est tordu de confusion. Je viens de te dire que je t'ai entendu. Une autre bouchée. Le mouvement mécanique de manger occupait mes mains, m'empêchait de lui jeter l'assiette à la tête. Tu as eu des relations avec ta patronne dans 3 endroits différents. Très minutieux. Kennedy, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? J'ai posé la fourchette avec précaution, m'essuyant la bouche avec une serviette. Félicitations pour ton réseautage réussi. Dois-je mettre à jour ton LinkedIn? Blake Carvey offre désormais des consultations intimes avec la direction. La bouteille de bière a claqué. Je viens de te dire que je t'ai trompé et tu fais des blagues. Non, ai-je dit, en prenant une dernière bouchée. Tu m'as dit que tu avais détruit notre mariage pour une femme qui signe tes chèques de paie. Je suis en train de dîner. Il y a une différence. Le discours soigneusement préparé de Blake s'effondrait. Ce n'était pas le scénario qu'il avait répété. Il s'attendait à des larmes, des cris, peut-être des assiettes jetées. Quelque chose de dramatique avec lequel il pourrait travailler, s'excuser, peut-être même en faire en partie ma faute. Mais le calme. Le calme n'était pas dans son plan de jeu. Tu es sous le choc, a-t-il décidé, en se rapprochant. Kennedy, nous devons digérer ça. Nous. J'ai ri, mais c'est sorti sec. Il n'y a plus de nous. Tu viens de le rendre très clair. 3 fois plus clair, apparemment. Son visage est devenu rouge. Cette attitude n'aide en rien. Oh, je suis désolé. Laisse-moi réessayer. Je me suis levé, me suis éclairci la gorge de façon dramatique. Oh, Blake, comment as-tu pu? Nos 17 ans ne signifiaient rien? S'il te plaît, dis-moi plus sur la façon dont le bureau de Clara se compare à notre lit conjugal. Je meurs d'envie de connaître les détails. Arrête ça. Non, vraiment. A-t-elle complimenté ton évaluation de performance? T'a-t-elle donné 5 étoiles? Employé du mois. Tu es puéril. Et tu es escorté hors de ma cuisine. J'ai pris sa bière. Les versé dans l'évier. Monte, Blake. Fais un sac. Trouve un hôtel. Peut-être que Lambé a un programme de fidélité maintenant. Sa mâchoire s'est crispée. C'est aussi ma maison. Ton nom est peut-être sur l'acte de propriété, mais tu viens de renoncer à ton droit d'y être. À moins que tu ne veuilles que j'appelle Victoria tout de suite et que je lance la procédure immédiatement. Blake m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Ce n'était pas sa Kennedy. Sa Kennedy aurait pleuré, supplié pour des explications, demandé ce qu'elle avait fait de mal. Sa Kennedy lui aurait facilité la tâche. Je ne pars pas, a-t-il dit, mais sa voix vacillait. Nous devons en parler comme des adultes. Les adultes ne rentrent pas à minuit en se vantant de leur liaison. Les adultes ne détruisent pas 17 ans pour des coups d'un soir. Les adultes ne. J'ai arrêté, pris une grande inspiration. Tu sais quoi? Tu as raison. Reste. La chambre d'amis a des draps propres. Blake a attrapé sa bouteille de bière, a réalisé qu'elle était vide, l'a reposée. Kennedy, Non. J'ai levé la main. Tu as fait ta confession. Tu as pu te décharger. Transférer ta culpabilité sur mes épaules. Mais je ne la porterai pas. Quelle que soit la suite que tu imaginais, quelle que soit la réaction que tu voulais, tu ne l'auras pas, il est resté là un instant de plus, l'air perdu. C'était censé être son moment de franchise brutale, sa chance d'être le méchant qui avait au moins eu le courage d'avouer. Au lieu de cela, il avait l'air petit et stupide, tenant une bouteille de bière vide pendant que son mariage se dissolvait en temps réel. Finalement, il s'est tourné vers les escaliers, ses pas lourds de confusion plutôt que de remords. Il s'est arrêté à l'embrasure de la porte. Nous parlerons demain matin, quand tu auras eu le temps de digérer. Bien sûr, ai-je dit, sortant déjà mon ordinateur portable. Fais de beaux rêves. Au moment où ses pas se sont estompés à l'étage, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Mes doigts volaient sur le clavier avec l'efficacité de 17 ans de mots de passe partagés et de tout en commun. Le titre du document s'est tapé de lui-même, Projet Tempête silencieuse. Première colonne, actifs, compte courant, épargne, portefeuille d'investissement, les 2 voitures, la maison avec son détail commodément oublié, l'hypothèque à mon seul nom, grâce au désastre de crédit de Blake en 5e année. Deuxième colonne, passif, les dettes de carte de crédit de Blake,
ses prêts étudiants, son ego, bien que ce dernier ne soit pas techniquement financier. Troisième colonne, action à entreprendre. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Comment s'est passée la soirée en amoureux? J'ai répondu, mémorable. Puis j'ai ouvert un autre message à Victoria. J'ai besoin du requin. Pas l'avocat. Le requin. 3 points sont apparus immédiatement. C'est si grave? Pire. Mais je suis sur le point de rendre ça magnifique. Mon bureau. Cette heure apporte du café et de la peinture de guerre. J'ai souri. Mon premier vrai sourire depuis des heures. Puis je suis retourné à ma feuille de calcul, ajoutant des onglets pour la documentation, la chronologie, et mon préféré personnel, vengeance servie à température optimale. Blake pensait que sa confession me briserait. Il pensait que ces 3 lieux d'infidélité me feraient sombrer. Mais tout ce qu'il avait fait, c'était d'actionner un interrupteur dont j'ignorais l'existence. Celui qui a transformé 17 ans de dévotion en une précision froide et calculée. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. La cuisine était silencieuse, à l'exception des clics du clavier et du son occasionnel du ronflement de Blake descendant de notre chambre. Pardon, de son dortoir temporaire. Chaque mot de passe mémorisé, chaque compte documenté, chaque vulnérabilité cataloguée. Au moment où j'ai finalement fermé l'ordinateur portable, le projet Tempête silencieuse comptait 18 pages de pure rétribution organisée. Blake m'avait donné 17 heures jusqu'au matin pour digérer sa trahison. Je n'ai eu besoin que de 6 pour planifier sa destruction complète. L'écran de l'ordinateur portable indiquait 3 heures du matin quand j'ai finalement repoussé ma chaise de la table de la cuisine. 6 heures de planification terminées. Mes yeux me brûlaient, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. Le ronflement de Blake descendait toujours de l'étage. Le sommeil paisible d'un homme qui pensait que la confession signifiait l'absolution. J'ai commencé par l'argent. Notre compte d'épargne joint affichait 47 832 $. Légalement, je pouvais le déplacer. Moralement, après sa performance de minuit, j'aurais dû tout prendre. J'ai initié le virement vers mon compte personnel, celui dont Blake ne connaissait même pas l'existence. Ouvert il y a 3 mois quand le parfum a changé, juste au cas où. Virement effectué. 3h17 ensuite, les cartes de crédit. Blake avait 3 cartes supplémentaires sur mes comptes. Je les ai annulées une par une, avec effet immédiat. Le représentant du service client, probablement habitué aux annulations de vengeance au milieu de la nuit, n'a même pas posé de questions. Voulez-vous également retirer l'utilisateur autorisé? Absolument. Les changements prendront effet dans les 2 heures. À 3h45, je téléchargeais tout notre historique de textos depuis le cloud. 3 ans de messages, y compris les perles du mois dernier, où Blake qualifiait Clara D, incompétente, de « protégée de papa pour la promotion », et mon préféré, elle me fait regretter mon ancien patron, qui ne parlait qu'en métaphore sportive. J'ai fait des captures d'écran de tout, organisées par date, surligné les meilleurs passages. Les propres mots de Blake seraient son jury. À 4h30, j'ai commencé à prendre des rendez-vous. 3 avocats en divorce différents, tous avant midi. Victoria serait la première à 7 heures, mais je voulais des options. Comparer les avocats en divorce, c'était comme choisir des céréales, sauf que cette décision déterminerait mes 17 prochaines années. À 5 heures, je me tenais dans ma cuisine, l'épuisement essayant de me réclamer. Mais j'avais une autre performance à préparer. Blake se réveillerait à 7h30 en s'attendant à son petit déjeuner habituel. Café colombien, 2 sucres, 3 œufs brouillés avec du cheddar fort, pain de blé entier, légèrement beurré. Il aurait le petit déjeuner, mais pas comme il s'y attendait. J'ai commencé à cuisiner à 5h30, rendant tout parfait. Mieux que parfait. Des œufs de qualité restaurant, du jus d'orange fraîchement pressé, du bacon assez croustillant pour se briser. La cuisine sentait comme les meilleurs matins de notre mariage, quand nous nous aimions encore. À 6h15, j'ai envoyé un texto à Marcus Caldwell, mon entraîneur de la salle de sport. Marcus mesurait un m90, bâti comme un nageur avec le genre de mâchoire qui faisait se souvenir aux femmes mariées d'être célibataires. Plus important encore, il avait un sens de l'humour diabolique et me devait une faveur après que je l'ai aidé à étudier pour sa certification en nutrition. Tu veux gagner 200 $ pour manger un petit déjeuner et être magnifique? Sa réponse est arrivée à 6h20. Ça ressemble soit au début d'un crime, soit à la meilleure histoire de tous les temps.
Juste un petit déjeuner et peut-être un peu de guerre psychologique légère. Ajoute du bacon et je suis là pour 7h15. À 7h, pendant que Blake continuait de dormir, je me suis changé pour mettre ma meilleure robe décontractée. Celle qui me donnait l'air d'être mise en valeur sans effort. Cheveux coiffés, maquillage subtil, la totale. Si je servais la vengeance, j'allais être impeccable en le faisant. Marcus est arrivé à 7h20. Et je n'avais jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un. Il est entré en portant un jean et un enlet ajusté qui mettait merveilleusement en valeur ses épaules. Kennedy, on dirait que tu es sur le point de commettre un crime magnifique. Je sers juste le petit déjeuner. Je lui ai tendu un café. Mon mari va bientôt descendre. Il a eu une longue nuit à m'informer de ses activités extrascolaires avec sa patronne. Les sourcils de Marcus se sont levés. Et tu veux que je mange son petit déjeuner, que je sois charmant, que j'existe dans son espace? Je peux faire ça. Il a souri. Ça vaut déjà plus que $200. À 7h31, j'ai entendu le réveil de Blake. C'est pas à l'étage, la douche qui coule, les sons familiers d'un homme qui ne savait pas que son monde s'était déjà effondré. 7h45, les pas de Blake dans les escaliers. Il est entré vêtu de sa tenue habituelle du mardi, consultant déjà son téléphone. Ça sent super bon, chérie, a-t-il dit sans lever les yeux. Oh, c'est super bon, ai-je dit. Je verse du jus d'orange dans un verre. Marcus le pense aussi. La tête de Blake s'est relevée d'un coup. Marcus était assis à la table de la cuisine, à la place de Blake, ayant déjà mangé la moitié des œufs de Blake. Kennedy, a dit Marcus joyeusement. Ces œufs sont incroyables. Tu es absolument trop bien pour lui. La bouche de Blake s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Quoi? Qui est-ce? Blake, voici Marcus. Marcus, voici Blake, mon futur ex-mari qui a passé la journée d'hier à explorer l'espace de bureau de sa patronne. Marcus a sifflé doucement. Celui qui a ignoré 17 appels. Ce n'est pas classe, mec. Le visage de Blake est passé par un spectaculaire voyage de couleurs. Blanc, puis rose, puis rouge, puis violet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, ai-je dit en posant des pommes de terre rissolées dans l'assiette de Marcus. Ce sont les conséquences, avec un accompagnement de pommes de terre. Tu ne peux pas simplement. Blake s'est avancé vers la table. Marcus s'est levé. Tous sont un M90. Je pense qu'elle peut. Blake a reculé, son téléphone vibrant avec insistance. Il l'a ignoré. Kennedy, c'est de la folie. Tu es. Quoi? Vindicative. J'ai rempli la tasse de café de Marcus. Non, être vindicative, ce serait appeler le mari de Clara. Richard Whitmore, c'est bien ça? Le chirurgien cardiaque qui pense que sa femme est à une conférence médicale. Blake est devenu blême. Tu n'oserais pas. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré les coordonnées de Richard déjà chargées. J'ai des captures d'écran, Blake. Mardi à 14h47, tu as qualifié Clara d'insatiable. Le même mardi, tu m'as dit que tu étais en réunion budgétaire. Marcus a pris une autre bouchée d'œufs, regardant comme si c'était un divertissement de premier ordre. Mardi après-midi, coup audacieux. Stupide, mais audacieux. Le téléphone de Blake a sonné. Le nom de Clara sur l'écran. Il l'a refusé. Tu devrais probablement répondre, ai-je dit gentiment. Elle appelle depuis 7 heures. Quelque chose à propos de son mari qui a trouvé des reçus d'hôtel. Blake a cherché son portefeuille. A sorti sa carte de crédit. Je dois. Cette carte a été annulée à 3h17 ce matin. La bleue a été annulée à 3h22. La visa d'urgence à 3h26. Tu devras utiliser ton compte personnel. J'ai souri. Celui avec $73 dessus. La sonnette a retenti. Timing parfait. Victoria est entrée comme si elle était chez elle. Tailleur pantalon, mallette impeccable à la main. Bonjour, Kennedy. Blake, a-t-elle dit, son nom semblant laisser un mauvais goût. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La voix de Blake s'est brisée. Victoria a posé sa mallette sur le comptoir, a sorti un dossier. Mon travail. Voici ton accord de séparation. Tu as 48 heures pour répondre.
Je te suggère de prendre un avocat. C'est une embuscade. Non, a dit Victoria calmement. C'est une conséquence. De plus, Clara Whitmore. Elle est nommée dans la plainte. Il s'avère que son entreprise a une politique stricte de non-fraternisation. Ce sera intéressant. Le téléphone de Blake a sonné à nouveau. Clara. Cette fois, il a répondu, se dirigeant vers le couloir. Nous pouvions tous entendre sa voix paniquée. Richard sait, il a les relevés de cartes de crédit, les reçus de l'hôtel. Mon père appelle. L'entreprise appelle. Blake, qu'as-tu fait? Il nous a regardés. Moi, calme. Victoria, professionnelle. Marcus, profitant toujours de son petit déjeuner. Et j'ai vu que ça le frappait enfin. Ce n'était pas une dispute dramatique qu'il pouvait gagner. Ce n'étaient pas des larmes qu'il pouvait manipuler. C'était calculé, organisé, et déjà en mouvement. Blake s'est précipité dehors avec Clara qui hurlait toujours à travers son téléphone. Par la fenêtre, je l'ai regardé faire les 100 pas dans notre allée, une main pressée sur son front, l'autre agrippant le téléphone comme s'il pouvait le sauver. Victoria, Marcus et moi nous tenions dans ma cuisine, spectateurs silencieux du début de son effondrement. Je dois y aller, a dit Blake au téléphone assez fort pour que nous l'entendions. Je te rappelle. Il est rentré en trombe, le visage marbré et désespéré. Kennedy, nous devons parler seuls. Non. J'ai pris ma tasse de café, bu une gorgée mesurée. Marcus n'a pas fini son petit déjeuner et Victoria a d'autres papiers à te faire examiner. Blake a de nouveau sorti son téléphone, les doigts maladroits alors qu'il essayait de rappeler Clara. Directement sur la messagerie vocale. Il a réessayé. Même résultat. Des difficultés, a demandé Victoria innocemment. Il l'a ignoré, passant à son application bancaire. J'ai regardé son visage pâlir en voyant le solde du compte joint. $12.47. Juste assez pour le garder ouvert, pas assez pour compter. Il m'a mangé, a-t-il marmonné en attrapant ses clés. Je vais juste. Épargne-toi le voyage, ai-je crié après lui. Les 3 cartes ont été annulées il y a des heures. Il s'est retourné. Tu ne peux pas faire ça. C'est de l'argent commun. C'était, a corrigé Victoria, au passé. Tout à fait légal, au fait. Le téléphone de Blake a vibré avec des textos. Ses yeux se sont écarquillés en lisant, ses pouces volant sur l'écran. D'autres textos sont arrivés en rafale. Son visage est passé du pâle au gris. Des problèmes, a demandé Marcus, se servant de plus de bacon. Blake n'a pas répondu. Il était trop occupé à appeler quelqu'un. Maman. Sa voix s'est brisée comme celle d'un adolescent. Maman, je dois expliquer. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais entendre la voix de sa mère, sèche et déçue. Kennedy m'a déjà appelé ce matin. Blake Andrew Carvey. Comment as-tu pu? Cette douce fille qui fait ma recette de lasagne mieux que moi. Qui se souvient de mon anniversaire quand tu l'oublies? Maman, s'il te plaît. Ne me dis pas maman, s'il te plaît. 17 ans, Blake. 17 ans qu'elle t'a supporté et c'est comme ça que tu la remercies, avec cette femme. Il a raccroché au nez de sa propre mère. Marcus s'est levé, s'est étiré. Eh bien, ça a été instructif. Kennedy, ses œufs étaient vraiment incroyables. Il a sorti son portefeuille, mais je lui ai fait signe de la main. Garde-le. Tu l'as mérité juste en étant là. Après le départ de Marcus, Blake s'est affalé contre le comptoir. Son téléphone continuait de vibrer. Des textos de collègues, d'amis, de gens qui avaient déjà entendu. Le feu de brousse moderne des ragots se propageant plus vite que la saison de la sécheresse en Californie. J'ai une réunion de club de lecture, ai-je annoncé en vérifiant l'heure. Victoria, peux-tu t'occuper des choses ici? Avec plaisir. Blake a regardé entre nous. Club de lecture? Non. Kennedy, notre vie s'effondre. Ta vie, ai-je corrigé en attrapant mon sac à main. La mienne ne fait que devenir intéressante. 20 minutes plus tard, j'étais assise dans le salon de Martha, entourée de 6 femmes qui m'avaient connu avant Blake, pendant Blake, et maintenant, Dieu merci, me connaîtraient après Blake. Le livre gisait oublié sur la table basse. Ma chérie,
a dit Martha en versant du vin malgré qu'il soit 10 heures du matin. Raconte-nous tout. Alors, je l'ai fait, calmement, factuellement, même avec une touche d'humour. Les 17 appels, la confession de minuit, l'embuscade du petit déjeuner. Elles ont halté au bon moment, la colère brûlant dans leurs yeux comme des mères protectrices. Janet, qui travaillait au service des ressources humaines de l'entreprise de Blake, a failli s'étouffer avec son vin. Clara Whitmore. Oh, ma chérie. Nous avons déjà eu 3 plaintes à son sujet. Conduite inappropriée avec des subordonnés, création d'un environnement de travail hostile, utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Activité personnelle? Ai-je demandé. Disons simplement que les caméras de sécurité du parking ont été très instructives. Ton Blake n'est pas sa première romance de bureau. Il est juste le premier assez stupide pour avouer à sa femme. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Madame Carvey. C'est Richard Whitmore. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai mis sur haut-parleur. Docteur Whitmore, ai-je dit prudemment. Appelez-moi Richard, s'il vous plaît. Je voulais vous remercier pour l'information anonyme sur la vérification des relevés de carte de crédit. Très éclairant. Je ne sais pas quoi. C'est bon, a-t-il interrompu, sa voix étonnamment chaleureuse. Je ne suis pas en colère contre vous. Vous êtes autant une victime que moi ici. Plus, en fait. C'est la 4e liaison de Clara que je connais. Mais cette fois, elle a choisi le mauvais couple à détruire. Les femmes autour de moi se sont penchées plus près. J'ai déjà contacté l'entreprise de Blake, a poursuivi Richard. Je leur ai envoyé une documentation intéressante sur les habitudes de Clara. Saviez-vous qu'elle cible spécifiquement les hommes mariés? C'est comme un jeu pour elle. Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas ça. J'ai aussi parlé à mon avocat. Il est très intéressé à collaborer avec le vôtre. Clara ne le sait pas encore, mais elle est sur le point de tout perdre. Son père lui a obtenu ce poste. Vous savez, il est au conseil d'administration. Était au conseil d'administration. Il a démissionné ce matin quand je lui ai envoyé les preuves. Oh, je suis désolé que cela vous soit arrivé, Kennedy. Blake est un idiot, mais Clara, c'est une prédatrice. Elle le détruira maintenant que le plaisir est terminé. C'est ce qu'elle fait. Conquérir puis jeter. Après que Richard a raccroché, la pièce a explosé de conversation. Tout le monde avait des opinions, des conseils, du vin à verser, mais les mots de Janet sont restés. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de sécuriser tout ce qui a de la valeur. Les hommes désespérés font des choses stupides. J'ai conduit jusqu'à la maison pour trouver la voiture de Blake partie et la porte d'entrée grande ouverte. À l'intérieur, le chaos. Il avait clairement essayé de faire ses valises à la hâte. Tiroir sorti, placard saccagé, papier partout. Mais la porte du bureau est restée verrouillée. J'avais changé cette serrure à 4 heures du matin. La salle de jeu qu'il aimait était maintenant ma salle de bricolage. Son précieux fauteuil de jeu remplacé par la table à coudre de ma grand-mère que j'avais récupérée de l'entrepôt. Ses clubs de golf avaient disparu car ils avaient été donnés à une œuvre de charité la veille. Le reçu était bien sur le comptoir, prêt pour sa déduction fiscale. Je suis allé dans notre chambre. Ses vêtements étaient jetés partout, des valises à moitié faites, puis abandonnées. Sur le lit, il y avait un mot. Où sont mes cartes de baseball? J'ai texté Victoria. Il cherche la collection signée. Sa réponse a été immédiate. En sécurité dans mon bureau. Levier juridique. Tout le monde de Blake s'effilochait en temps réel. Son crédit était gelé. Sa mère l'avait renié. Ses collègues choisissaient leur camp. Et Clara, la femme pour qui il avait tout détruit, ne répondait même plus à ses appels. Je me suis assise sur mon lit, notre lit, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la pitié. Pas assez pour arrêter ce que j'avais commencé, mais assez pour reconnaître que Blake s'était piégé lui-même. Il avait parié 17 ans sur une femme qui collectionnait les hommes mariés comme des trophées. Mon téléphone a vibré. Blake. Où es-tu? Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai posé mon téléphone sur le lit et je suis allé à la fenêtre. La voiture de Blake n'était pas dans l'allée, mais je savais où il était allé. Le dimanche était le jour de l'inventaire à son bureau.
Équipe réduite, parfaite pour essayer de se faufiler et de récupérer ses affaires avant que la tempête de lundi ne frappe. Il n'avait aucune idée que la tempête avait déjà touché terre. Mon téléphone a sonné. Janet du club de lecture, DRH. Kennedy, tu dois savoir ce qui se passe demain. Peux-tu t'asseoir? J'étais déjà assise. Dis-moi. Le badge de Blake a été désactivé il y a 1 heure. Quand il arrivera lundi matin, la sécurité l'attendra. Le PDG a convoqué une réunion d'urgence. Richard Whitmore leur a tout envoyé. Email, horodatage, image de sécurité du parking. Image de sécurité? Mardi dernier. Blake et Clara dans sa voiture. L'angle de la caméra était malheureusement clair. Mon estomac s'est retourné. Bien sûr, il y avait une vidéo. Ce n'est pas tout. L'assistante de Clara, Linda, vient d'envoyer un email de masse à toute l'entreprise. Objet, pourquoi je démissionne avec effet immédiat. Elle a listé toutes les liaisons que Clara a eues avec des subordonnés. Blake est le numéro 4. Je me suis levé, faisant les 100 pas maintenant. 4. En 2 ans. Les 3 autres ont été transférés dans différents services après que les choses se soient terminées. Mais Blake, il est le premier à être marié, le premier dont la femme a appelé Richard Whitmore. Lundi est arrivé plus vite que prévu. Je me suis réveillé à 5 heures du matin avec des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Les collègues de Blake, des gens que j'avais rencontrés lors des fêtes d'entreprise, tous me contactant avec des variantes de « Je suis vraiment désolé » et « Nous n'avions aucune idée ». À 7h45, mon téléphone a sonné. Blake. Il ne me laisse pas entrer dans le bâtiment, a-t-il dit, la voix aiguë et paniquée. Mon badge ne fonctionne pas. La sécurité dit que je dois aller au RH immédiatement. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire, Kennedy? Il me traite comme un criminel. Non, Blake. Il te traite comme un employé qui a enfreint la politique de l'entreprise. Il y a une différence. Il a raccroché. 15 minutes plus tard, un autre appel. Cette fois, sa voix était creuse. Ils avaient tout imprimé, les emails, les textos, même. Il y avait une vidéo du parking. Je n'ai rien dit. 3 cadres attendaient. Ils avaient le manuel de l'employé surligné. Les sections sur les relations avec les supérieurs, l'utilisation abusive des biens de l'entreprise, la création d'un environnement de travail hostile. Mon bureau est déjà dans des cartons. Je vois que Clara est partie aussi. Son bureau est vide. Ils ont dit que son père est venu à 6 heures du matin, l'a vidé lui-même. Il démissionne du conseil d'administration. Le père qui lui avait obtenu le poste, qui avait tiré les ficelles, qui avait permis son comportement pendant des années, faisant enfin face aux conséquences par association. Kennedy, j'ai besoin que tu comprennes. C'est elle qui m'a poursuivi. C'est elle. Blake, elle t'a poursuivi comme un chat poursuit une souris pour le sport. Tu étais le numéro 4. Silence. Puis, comment savais-tu ça? Linda a envoyé un email. Toute l'entreprise le sait. Je l'ai entendu faire un son. Pas tout à fait un sanglot, pas tout à fait un rire. Quelque chose de brisé. Ils veulent que je signe des choses. Des accords de confidentialité, des accords de départ. Ils offrent 2 semaines de salaire si je signe immédiatement et que je ne poursuis pas pour licenciement abusif. Accepte. Mais. Accepte, Blake. 2 semaines, c'est plus que ce que tu mérites, et nous le savons tous les deux. Un autre appel est arrivé. Numéro inconnu. Je dois y aller, ai-je dit à Blake. Le nouvel appelant était inattendu. James Morrison, le PDG de l'entreprise de Blake. Sa voix était formelle, mais en quelque sorte chaleureuse. Madame Carvey, je vous appelle personnellement pour m'excuser. Ce que nos employés ont fait, ce qui s'est passé sous notre surveillance, c'est inexcusable. Merci, mais nous menons une enquête complète. Clara Whitmore a été licenciée et nous revoyons nos politiques. Votre mari, ancien mari, il est également licencié pour faute grave. Je comprends. Nous aimerions vous offrir une compensation pour votre discrétion dans cette affaire. Nous tenons à notre réputation. Monsieur Morrison, je ne veux pas de votre argent.
Je veux juste que cela se termine. Je respecte cela. Mais s'il vous plaît, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des références pour Blake malgré tout, ou... Non, merci, mais non. Après avoir raccroché, j'ai décidé quelque chose. J'irai au bureau de Blake. Pas pour lui, mais pour moi, pour tourner la page. Je me suis habillé avec soin. Ma meilleure robe professionnelle, bleu marine avec de fines rayures. Celle que je portais aux réunions du conseil de la bibliothèque. Cheveux lisses, maquillage minimal mais soigné. J'avais l'air d'une femme qui maîtrisait sa vie, même si cette vie était en cours de réorganisation. Le trajet jusqu'au bureau de Blake a pris 20 minutes. Je l'avais fait des dizaines de fois, déposant des déjeuners oubliés, le récupérant quand sa voiture était en révision, assistant à des fêtes de fin d'année où Clara tenait la cour comme une reine pendant que les maris des autres gravitaient autour d'elle. La réceptionniste m'a reconnu immédiatement. Son visage est passé par plusieurs expressions, surprise, pitié, respect. Madame Carvey, comment puis-je vous aider? Je suis ici pour récupérer les objets personnels de mon mari. Est-ce possible? Elle a passé un appel rapide, puis a hoché la tête. La sécurité vous escortera. Le gardien de sécurité, Tom, était quelqu'un avec qui j'avais discuté au pique-nique de l'entreprise. Ses enfants utilisaient le programme de lecture de ma bibliothèque. Il a marché à côté de moi en silence jusqu'à ce que nous atteignions l'ascenseur. Je suis désolé pour tout ça, Madame Carvey. Vous méritiez mieux. Merci, Tom. L'ascenseur s'est ouvert sur l'étage de Blake. C'était comme entrer sur une scène de crime après que le ruban ait été enlevé. Les gens se tenaient en petits groupes, chuchotant. Quand ils m'ont vu, les chuchotements ont cessé. J'ai traversé le silence la tête haute, saluant les gens que je reconnaissais de petits hochements de tête. Certains ont répondu. D'autres ont détourné le regard, embarrassés par association. Le bureau de Blake était en effet dans des cartons. 2 boîtes en carton de 17 ans réduites à des fournitures de bureau et des photos personnelles. J'ai pris la photo encadrée de notre mariage, les étudier un instant, puis les placer face contre bas dans la boîte. Kennedy. Je me suis retourné. Linda se tenait là, l'ancienne assistante de Clara, l'air à la fois défiante et épuisée. Je suis désolée, a-t-elle dit. J'aurais dû vous prévenir. Je savais pour les autres, mais j'avais besoin de ce travail. Ce n'est pas votre faute. J'ai envoyé l'email sur ses habitudes. Toute l'entreprise sait maintenant. Bien. Elle a cligné des yeux, surprise. Clara m'a appelé il y a 1 heure, hurlant sur la loyauté, sur le fait que j'ai ruiné sa vie. Je lui ai dit qu'elle a ruiné sa propre vie, plus plusieurs mariages. À travers la salle de conférence vitrée, je pouvais voir ce qui était autrefois le bureau d'angle de Clara, vide maintenant, comme un appartement de luxe après une expulsion. Le mobilier coûteux restait, mais tout ce qui était personnel avait disparu. Les récompenses, les photos avec les dirigeants de l'entreprise, les accessoires de créateurs qu'elle utilisait pour marquer son territoire. Où est Blake? Ai-je demandé à Tom. Parti il y a 1 heure. Est resté un moment dans les toilettes. Puis la sécurité a dû lui demander de quitter les toilettes. Se cachant dans les toilettes pendant que sa vie professionnelle implosait. C'était presque trop pathétique pour être satisfaisant. Presque. J'ai pris les boîtes de Blake, plus légères que 17 ans ne devraient peser, et j'ai retraversé le bureau. Cette fois, les gens regardaient ouvertement, certains avec sympathie, d'autres avec ce qui ressemblait à du respect. À l'ascenseur, James Morrison lui-même est apparu. Madame Carvey. Je voulais m'excuser en personne. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 40 ans, avec des yeux gentils qui semblaient sincèrement troublés. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit. C'est arrivé sous ma surveillance. Cela en fait ma responsabilité. Il a fait une pause. Blake était un bon employé avant ça. Clara était persuasive. Elle a trouvé ses faiblesses assez facilement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je n'ai besoin de rien, mais merci. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai vu le bureau retourner déjà à ses conversations chuchotées. Le scandale devenant une mythologie en temps réel. Demain, l'histoire serait une légende. La semaine prochaine, une politique d'entreprise. J'ai chargé les boîtes de Blake dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Le poids de ce qui venait de se passer,
la destruction professionnelle complète de 2 personnes aurait dû sembler plus lourd. Au lieu de cela, je me sentais étrangement légère, comme si j'avais enfin déposé des bagages que je ne réalisais pas que je portais. Mon téléphone a vibré alors que je me garais dans mon allée. Richard Whitmore. Kennedy, j'ai une demande peu conventionnelle. L'anniversaire de Clara est jeudi. Elle a fait des réservations il y a des mois chez Marelloes, son restaurant préféré. Non remboursable, bien sûr. J'ai pensé que vous pourriez peut-être vous joindre à moi pour le dîner. Appelez ça une célébration de la liberté. Marelloes, l'endroit que Blake ne pouvait jamais se permettre, mais que Clara traitait comme sa salle à manger personnelle. C'est dans 3 jours. Assez de temps pour que la rumeur se propage. Assez de temps pour qu'il sache que nous y serons. J'ai compris immédiatement. Il ne s'agissait pas de dîner. Il s'agissait d'être vu. Quelle heure ? 20h et Kennedy, portait quelque chose de mémorable. Jeudi est arrivé, enveloppé de drame. Mon téléphone avait vibré toute la journée avec des textos de personnes qui avaient entendu parler de la réservation chez Marelloes. Les petites villes n'avaient rien à envier au réseau de ragots d'entreprise. J'ai choisi une robe rouge. Pas subtile, pas sage, mais absolument inoubliable. Le genre de robe qui disait que je ne me cachais pas, que je n'étais pas brisé, que je n'avais pas honte. Blake avait texté 6 fois pour demander si la rumeur de Marelloes était vraie. Je n'ai pas répondu. Richard attendait déjà quand je suis arrivé, debout près du bar dans un costume impeccable. Il ressemblait à ce qu'il était, prospère, établi et complètement imperturbable face à l'implosion de son mariage. « Vous êtes magnifique », a-t-il dit en m'offrant son bras. « Allons-nous leur donner un spectacle ?» Le restaurant était plein, et j'ai reconnu au moins une douzaine de visages de l'entreprise de Blake. Les téléphones sont apparus comme des armes, des photos subtiles et moins subtiles étant prises. Bien. Laissez-les documenter cela. Le maître d'hôtel nous a conduits à la table habituelle de Clara. Au centre de la pièce, impossible à manquer. Richard a tiré ma chaise avec une courtoisie théâtrale. Avant de commander, a-t-il dit, sa voix portant un toast. Il a levé son verre d'eau, attendant que le restaurant se calme juste assez. Aux épouses qui connaissent leurs valeurs, a-t-il dit clairement. Et aux maris qui apprennent trop tard ce qu'ils ont perdu. Quelqu'un a réellement applaudi. Juste une personne, mais c'était suffisant. Richard a souri et a fait teinter son verre contre le mien. Maintenant, a-t-il dit plus bas. Laissez-moi vous dire ce que ces deux-là font réellement en ce moment. Il a sorti son téléphone, m'a montré un texto de son détective privé. Blake avait emménagé dans la chambre d'amis de Clara après que Richard l'ait mise à la porte de leur maison. La photo montrait Blake transportant une seule valise dans un complexe d'appartements miteux. Elle vit dans un T2 à Riverside Gardens, a dit Richard. Son père l'a complètement coupé des vivres, a gelé son fonds en fiducie en attendant une enquête pour turpitude morale. C'est en fait le terme juridique. Blake vit sur son canapé. Chambre d'amis et généreux. C'est un lit escamotable dans ce qu'elle utilise comme bureau à domicile. Mon détective dit qu'ils se disputent constamment. Apparemment, le frisson de la clandestinité était la seule chose qui les intéressait. Nos entrées sont arrivées, les mêmes que Clara commandait toujours. Richard avait fait ses devoirs. Elle m'a appelé hier, a-t-il poursuivi, en pleurant que sa carrière était terminée. Je lui ai rappelé qu'elle avait choisi de coucher avec des subordonnés, 4 d'entre eux, que Blake n'était que le dernier de sa collection. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Es-tu chez Marelloes avec ce beau docteur ? Madame Patterson vient de me montrer une photo sur Facebook. La vitesse moderne de l'humiliation. Stories Instagram, publication Facebook, chaîne de texto. Blake et Clara regardaient probablement leur humiliation publique en temps réel depuis son lit escamotable. Comment peux-tu être si calme à ce sujet ? Ai-je demandé à Richard. Parce que je planifie ma sortie depuis 1 an. Les liaisons de Clara n'étaient pas une surprise. Blake n'était que l'excuse dont j'avais besoin pour enfin déposer le divorce. Il a souri. De plus, j'ai protégé mes actifs il y a longtemps. Elle obtiendra le minimum requis par la loi, rien de plus. Notre plat principal est arrivé. Richard avait commandé la spécialité de la maison pour nous deux. Quelque chose que Clara se vantait apparemment d'avoir découvert. Vous savez quelle est la partie ironique, a dit Richard, en coupant son poisson.
Elle pense qu'elle est une sorte de rebelle romantique. En réalité, elle n'est qu'un cliché avec des problèmes de père et un trouble de la personnalité. Dur, mais probablement exact. À mi-chemin du dîner, mon téléphone a sonné. La mère de Blake. Je suis au dîner, ai-je répondu. Puis-je vous rappeler? Oh, ma chérie. Je voulais juste dire que cette photo de toi dans la robe rouge chez Marellos. Tu es absolument radieuse. Ce docteur est très beau. Merci, Patricia. De plus, j'ai envoyé des fleurs chez toi. La carte explique tout. Blake n'est plus le bienvenu au dîner du dimanche. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Votre belle-mère, a demandé Richard. Ex. Et apparemment, je la garde dans le divorce. Nous avons tous les deux ri. Un vrai rire, pas le genre amer. Mon téléphone a de nouveau vibré. Victoria. Blake vient d'appeler pour savoir pour son 401K. J'ai expliqué les pénalités de retrait anticipé. Il a vraiment pleuré. J'ai montré le texto à Richard. Il a de nouveau levé son verre. À la justice financière. En partant, Richard s'est arrêté à la porte. Oh, j'ai oublié de mentionner l'appartement de Clara. Sa voiture a été saisie ce matin. Apparemment, Blake a essayé d'utiliser ses cartes de crédit pour les courses. Elle n'arrête pas d'être refusée. Comment savez-vous tout ça? Elle m'envoie constamment des textos, suppliants, menaçants, plaidant. Je ne réponds pas, mais je les lis. C'est mieux que Netflix. Dehors, chez Marellos, Richard m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Merci pour ça, Kennedy. Pour avoir joué le jeu de mon petit dîner de vengeance. Merci de l'avoir rendu possible. Une dernière chose, a-t-il dit en sortant une enveloppe. Le dernier chèque de paie de Blake a été envoyé chez vous, puisque c'est toujours son adresse officielle. 2 semaines d'indemnité. Je l'encaisserai rapidement. Je suis rentré chez moi pour trouver ma mère organisant sa fête de jardin mensuelle. 20 femmes dans mon jardin, le vin coulant, les voix portant. J'ai essayé de me faufiler à l'intérieur, mais ma mère m'a repéré. Kennedy. Tout le monde, Kennedy est là, fraîche de son dîner chez Marellos. Les femmes ont afflué, parlant tout en même temps. Madame Patterson, la plus bruyante de toutes, nous devrions créer un groupe de soutien. Les épouses qui ont gagné. Nous nous réunirons tous les mois, boirons du vin et célébrerons le départ de Marie Terrible. Ma mère servait de la salade de pommes de terre en utilisant la recette de Clara qu'elle avait apportée au pique-nique de l'entreprise l'année dernière, mais en quelque sorte meilleure. J'ai ajouté des cornichons, a dit maman fièrement. La version de Clara était fade, comme sa personnalité. Les fleurs de Patricia étaient sur le comptoir de ma cuisine. 2 douzaines de roses avec une carte. Tu as toujours été trop bien pour mon fils. Avec tout mon amour, maman. Alors que la fête continuait dehors, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai ouvert la lettre que Victoria avait fait livrer par coursier, le résumé financier de Blake. La maison, la mienne. Son 401K, décimé par les pénalités. La voiture qu'il conduisait, saisie, car elle était louée sous mon crédit. L'adhésion au country club, annulée. La dernière ligne m'a fait faire une pause. Recommande un emploi de toute urgence. Les calculs de la pension alimentaire commencent le mois prochain. Blake me devrait une pension alimentaire. L'ancien cadre au chômage, dormant sur un canapé, devrait payer une pension mensuelle à son ex-femme bibliothécaire. Je me suis versé du vin et j'ai rejoint la fête. Les femmes parlaient toujours, partageant leurs propres histoires de survie et de vengeance. Madame Patterson décrivait la liaison de son premier mari avec sa secrétaire. Si cliché que c'en était presque ennuyeux. Comment Blake gère-t-il tout ça, a demandé quelqu'un. Il vit son rêve, ai-je dit, en s'installant avec sa patronne dans son T2. Enfin, son ancienne patronne, elle s'est fait virer aussi. Le groupe a éclaté de rire et de nouvelles tournées de toast. Au karma, à la justice, à la liberté, à de meilleurs choix. Alors que le soleil se couchait et que la fête se terminait, je me tenais dans mon jardin. Mon jardin, plus le nôtre, et j'ai ressenti tout le poids de la victoire. Le dernier invité est parti vers 22 heures, emportant avec lui les bouteilles de vin vidées et les histoires de survie. Je me tenais seul dans mon jardin, les guirlandes lumineuses que maman avait accrochées jetant des ombres douces sur l'herbe. La nuit m'appartenait maintenant,
calme, paisible et complètement libéré de l'attente de quelqu'un qui ne donnerait jamais la priorité à rentrer à la maison. 6 mois passèrent comme les pages d'un livre que j'appréciais enfin de lire. Le conseil de la bibliothèque m'a convoqué à une réunion un mardi. Un autre mardi, mais celui-ci a apporté une promotion, pas une trahison. Directrice régionale pour 3 succursales, augmentation de salaire de 20% et un bureau avec des fenêtres qui s'ouvraient réellement. Vous avez fait preuve d'un leadership remarquable pendant une période difficile, a déclaré le président du conseil. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre force. J'ai presque ri. Ma force était née de la faiblesse de Blake. Marcus passait toujours à la bibliothèque le vendredi, apportant du café du bon endroit en ville. Nous étions devenus de vrais amis, le genre sans arrière-pensée ni performance de petit déjeuner à $200. Tu as l'air différente, a-t-il dit un vendredi, posant un latte sur mon nouveau bureau. Plus légère. Incroyable ce qui arrive quand on se débarrasse de 90 kilos de poids mort nommé Blake. Il a ri. En parlant de ça, tu as entendu? Il travaille chez Morrison & Associates maintenant. Poste subalterne. Mon pote travaille là-bas, il dit que Blake apporte son déjeuner dans un Tupperware et prend le bus. L'homme qui insistait autrefois sur le service de voiturier prenait les transports en commun. Il y avait de la poésie là-dedans. Mon club de lecture s'était également transformé. Ce qui avait commencé par du vin et des ragots a évolué en quelque chose d'inattendu. Une petite entreprise de distribution de vin. Martha avait des relations avec les vignobles locaux. Janet s'occupait de la structure juridique et je gérais les comptes. Les vins des épouses qui ont gagné est né d'une blague lors de la fête de jardin de ma mère, mais avait déjà réalisé son premier bénéfice. On devrait envoyer une bouteille à Blake, a suggéré Janet lors de notre réunion. Le moins cher. Non, ai-je dit. Il n'a pas sa place dans notre histoire de réussite. Maman avait finalement cessé de poser des questions sur les petits-enfants. La semaine dernière, au déjeuner, elle avait simplement dit « Tu en as assez bavé, ma chérie. Tout ce qui te rend heureuse me suffit. » C'est un jeudi que Blake est réapparu. Pas un jeudi spécial, juste un jeudi pluvieux de novembre. Je lisais sur mon canapé quand la sonnette a retenti à 20h. À travers le Judas, je l'ai vu, trempé, miteux, tenant des fleurs de supermarché déjà fanées par la pluie. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invité à entrer. Kennedy. Sa voix s'est brisée sur mon nom. On peut parler? Nous parlons. Dehors? Je suis trempé. Cela ressemble à un manque de planification de ta part. Il est resté là, la pluie coulant sur son visage, ne ressemblant en rien à l'homme qui était entré en sifflotant ce minuit-là. Cette version était dégonflée, désespérée, et en quelque sorte plus petite. Clara m'a quitté, a-t-il dit, pour un cadre de l'industrie pharmaceutique. Apparemment, je n'étais qu'une vengeance contre Richard. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la pluie tomber derrière lui. Je travaille chez Morrison maintenant. Consultant junior. Je gagne la moitié de ce que je gagnais avant. Je prends le bus, Kennedy. Le bus. Et je réalise ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté. Tu étais. Tu es. Arrête. J'ai levé la main. Ta prise de conscience arrive 17 mois trop tard. Je ne suis pas intéressé par ta lucidité rétrospective. S'il te plaît, Kennedy. Je sais que j'ai tout détruit, mais peut-être. Il n'y a pas de peut-être, Blake. Tu n'as pas seulement trompé. Tu es rentré fier de toi. Tu m'as regardé dans les yeux et tu t'es vanté d'avoir détruit notre mariage. La pluie s'est intensifiée, trempant sa fine veste. Les fleurs de supermarché se sont affaissées davantage. Je ferai n'importe quoi, a-t-il dit. Conseil conjugal, thérapie, tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que tu partes. Il est resté là un instant de plus. La pluie et le regret le rendant presque sympathique. Presque. Puis-je au moins entrer pour me sécher? Non. J'ai fermé la porte sur son visage, suis allé à la cuisine et me suis fait un thé. Par la fenêtre, je l'ai regardé rester sur mon porche pendant encore 5 minutes avant de finalement s'éloigner, les épaules voûtées sous la pluie. Mon téléphone a vibré. Richard. Tennis demain? 9h. Richard et moi étions devenus des amis improbables. Chaque samedi, nous jouions au tennis au club que Blake ne pouvait plus se permettre.
Nous étions de force égale. Tous deux débutants, riant tous deux de nos services terribles, guérissant tous deux du même genre de trahison. Blake est passé ce soir, ai-je texté en retour. Sous la pluie avec des fleurs de station-service. Clara m'a appelé hier. Ils vivent dans un studio maintenant, se disputant constamment. Elle lui reproche d'avoir ruiné sa carrière. Il lui reproche d'avoir ruiné son mariage. Il se mérite. Non, a répondu Richard. Ils méritent pire, mais ils devront se contenter l'un de l'autre. Le tennis du samedi matin est devenu mon nouveau rituel. Richard et moi jouions mal, rions fort, et croisions parfois des gens de l'ancienne entreprise de Blake qui chuchotaient que nous étions des partenaires de vengeance. Tu sais ce qui est drôle, a dit Richard après un service particulièrement mauvais. Ils pensent que nous sommes ensemble. Blake et Clara sont convaincus que nous avons une liaison. Laisse-les le penser, ai-je dit, en frappant la balle dans le filet. Leur paranoïa est leur problème. La meilleure vengeance est vraiment de bien vivre, a-t-il dit. Mais bien vivre pendant qu'ils regardent depuis leur studio est encore mieux. Nous avons tous les deux ri. Le genre de rire qui vient de la survie à quelque chose de terrible et de la découverte de la joie de l'autre côté. Ce soir-là, je me suis préparé le petit déjeuner parfait pour le dîner. 3 œufs brouillés avec du cheddar fort, du pain de blé entier avec du vrai beurre, du café colombien avec 2 sucres. Le même repas que j'avais préparé à Blake des milliers de fois, mais maintenant il était à moi. Je me suis assise à ma table de cuisine, la même où Blake avait avoué sa liaison, où j'avais planifié sa destruction, où j'avais reconstruit ma vie. Mon téléphone était silencieux à côté de moi. Pas d'appel manqué, pas de texto désespéré, personne dont je devais m'inquiéter. Tous ceux qui comptaient savaient où me trouver. Victoria appelait quand elle avait besoin de sa sœur. Maman passait à l'improviste avec des biscuits. Marcus apportait du café. Richard apportait des balles de tennis et de terribles blagues. J'ai levé ma tasse de café vers la chaise vide en face de moi. Non pas avec tristesse, mais en célébration. Cette chaise avait été celle de Blake, mais maintenant ce n'était qu'un meuble, disponible pour quelqu'un de digne ou parfaitement bien en restant vide. Le soleil du matin a attrapé mon alliance. Attendez, non. Je l'avais vendu il y a des mois, donné l'argent au programme d'alphabétisation de la bibliothèque. Ma main était nue maintenant, sans marque, libre. J'ai pensé à la femme que j'avais été, attendant que 17 appels soient retournés, acceptant des excuses déguisées en explications, préparant le petit déjeuner pour quelqu'un qui préférait se régaler ailleurs. Cette femme était morte à 23h58 un mardi. Cette femme, celle qui buvait du café seule un samedi soir et qui aimait ça, elle était née de la trahison, mais construite sur la force. Elle dirigeait un système de bibliothèque, possédait une entreprise de vin, jouait terriblement mal au tennis et n'attendait jamais que quelqu'un rentre à la maison. Mon téléphone a vibré une fois. Maman. Dîner demain? Je fais des lasagnes. Ta recette, ai-je texté en retour. Non, la mienne est meilleure. J'ai souri, fini mon café et nettoyé ma seule assiette. Dehors, la pluie avait cessé. L'air sentait le propre, comme la possibilité, comme la liberté, comme une vie qui était enfin complètement la mienne. La meilleure vengeance n'avait pas été de détruire Blake. C'était une satisfaction temporaire. La meilleure vengeance était de devenir quelqu'un qui n'accepterait plus jamais 17 appels ignorés. Quelqu'un qui connaissait sa valeur avant que le café ne refroidisse. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé me coucher. Mon lit, dans ma maison, dans ma vie parfaitement imparfaite. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Mais ce soir, j'étais exactement là où je devais être, à la maison. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine jusqu'à la toute fin, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Kennedy a servi à Marcus le petit déjeuner habituel de Blake à la place, regardant son visage passer par 17 nuances de rouge. Quel a été votre moment préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.